tous, bienvenue pour cette visite guidée de l'exposition Tahiti-Tiamey. Une visite guidée en live, c'est une première pour le musée et pour moi, donc normalement tout devrait bien se passer, je vous demande un petit peu d'indulgence. Donc cette visite guidée a lieu, c'est pour l'ouverture de cette semaine consacrée aux Journées du patrimoine. Les Journées du patrimoine qui se dérouleront complètement en virtuel cette année. Et vous pouvez retrouver l'intégralité du programme sur notre site internet, bien sûr. Donc, on va commencer ce matin par la visite guidée. Et puis ensuite, pendant toute la semaine, on vous proposera des vidéos d'ateliers, de visites de l'herbier, de visites de nos réserves. Et puis, samedi, pour clôturer cette semaine, il y aura un deuxième live que vous pourrez également suivre avec moi. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous emmener dans la salle d'exposition temporaire pour la visite de l'exposition Tahiti-Tiamey. Donc, l'exposition Tahiti-Tiamey a été mise en place au début du mois de juin dans le cadre de la rétrospective que nous avons consacrée dans le cadre de la rétrospective que nous avons consacrée aux 140 ans des festivités du Heiva et Tahiti. Alors, 140 ans de festivités, donc c'est ce que vous propose de découvrir l'exposition, donc une petite rétrospective de l'histoire de ces festivités. Donc, vous allez découvrir avec moi ce matin des photos issues des collections du musée Tahiti et des îles. Donc une série environ d'une cinquantaine de photos en tirage que nous avons réalisées pour l'occasion, également des costumes et des collections spécifiques. Donc 140 ans de festivités, car en 1880, la fête nationale, donc le 14 juillet, a été instaurée comme fête nationale, officiellement. Et dès 1881, le 14 juillet a été fêté en Polynésie française. Alors vous avez ici des tirages de photos qui datent de 1882 et 85, où vous pouvez voir donc ces célébrations. Et en fait, très très tôt, c'est-à-dire dès 1881, les Polynésiens ont été invités à fêter le 14 juillet. Et ce sont en fait principalement d'abord les Pupuiménés, donc les groupes de chant qui ont participé, puis progressivement les groupes de danse. Donc j'attire votre attention ici, je fais un petit zoom donc, sur les costumes qu'on pouvait voir donc, à cette époque. Donc, je répète, 1880-1881 pour ceux qui nous rejoignent. Et donc vous noterez à la fois donc, du boré, également du tapa et des rosettes. Et puis, on constate également donc, que les danseurs sont couverts, sont très couverts, mais en même temps, on reconnaît des éléments de costume tels que ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, je vous disais 1800, donc ici vous avez le texte qui explique cette rétrospective. Donc, 1881, donc première participation des Pupuiménés, puis progressivement les groupes de danse vont s'associer aux festivités et donc on aura en fait l'appellation donc du 14 juillet et puis progressivement ces fêtes qui duraient au début une journée vont s'étendre à une semaine, puis au mois entier, et c'est ainsi que l'appellation prendra, la manifestation prendra l'appellation de Turay. Donc Turay, qui, comme les Polynésiens le savent, veut dire juillet en tahitien. Donc cette fête va s'étendre progressivement sur un mois, puis c'est donc en 1977 que la manifestation prend officiellement l'appellation de Turay Tahiti et non plus fête nationale du 14 juillet. Alors, vous voyez ici une affiche qui date de 1965. Donc, comme je vous le disais, vous voyez qu'on a encore l'appellation ici fête nationale 14 juillet. Fait très intéressant pour nous, pour le musée et puis pour les gens qui s'intéressent
aux rétrospectives de manifestations. Ce programme est en français et en tahitien. Donc bon, là vous pouvez voir, je vous fais un petit zoom, donc vous pouvez voir le programme en tahitien et en français. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a en fait, alors je ne sais pas si vous verrez ça suffisamment bien sur le live, mais on a en fait l'intégralité du programme. Donc vous voyez par exemple le 17 juillet, lancement du concours de javelot, ici concours de préparation du COPRA, et ainsi de suite. Donc là ici par exemple spectacle, concours de danse avec Outé Vivo, des courses hippiques également en 65. Et donc ici, voilà, vous avez l'intégralité de ce programme, donc de 65, en français et en tahitien, ainsi que toute la liste des prix et les membres du jury. Donc ici, une deuxième affiche qui date de 69, donc 4 ans plus tard. Et comme je vous le disais précédemment, donc, la manifestation s'étoffe de plus en plus, a une portée de plus en plus culturelle et prend l'appellation progressivement de Tiurei. Donc là, on est en 1969, ça n'est pas une appellation officielle, mais ça rentre déjà dans le langage courant. Et comme vous le voyez, on a toujours donc cette référence au 14 juillet, avec le petit étendard bleu, blanc, rouge. Mais donc vous voyez aussi dans l'iconographie, on a changé de registre. La Tahiti est représentée avec des fleurs, avec des couronnes. Alors le programme est toujours à la fois en français et en tahitien. Et petite anecdote intéressante à noter, donc vous voyez également que c'est le début du sponsoring avec une marque que vous reconnaîtrez qui s'est mise aux couleurs de la Marianne et de la fête nationale pour l'occasion. Donc on voit ici donc très bien entre ces deux affiches qui font partie donc des collections du musée l'évolution progressive de ces festivités qui donc vont passer d'une fête vraiment très liée au 14 juillet et progressivement en fait à une fête beaucoup plus liée à une célébration culturelle qui va regrouper de plus en plus de personnes. Alors ici, toujours dans les photos que vous pouvez découvrir dans l'exposition. Donc vous avez ici une pirogue fleurie, puisqu'il y avait également des concours de pirogues fleuries. Donc une des photos que nous montrons. Également ici, donc les concours de chars fleuris. Donc, vous voyez les chars. Et puis, voilà. Les décorations et donc ce concours de chars fleuris qui avait également lieu. Donc ici, autre point important à souligner, et ça les Polynésiens le savent, ces fêtes de juillet étaient aussi l'occasion pour les populations polynésiennes de pouvoir se réunir, de pouvoir venir à Papeete. Donc vous avez ici une photo de personnes qui arrivent donc de Wainé, île de la Société, et qui sont venus pour participer au Tiurei. Donc ici, je vous montre une autre photo que nous présentons. Donc là où l'on voit, donc on a fait un bond en avant par rapport aux premières photos que je vous ai montrées de 1881, où donc là on est dans les années 60. Donc vous voyez un groupe qui participe à ces festivités. Ici un autre groupe, donc là on est plus dans la partie musique. On voit, alors cette photo que je vous montre date de 1925, donc vous voyez l'apparition progressive également d'éléments, d'instruments tels que la guitare par exemple, ici voilà. Ici une photo plus ancienne qui elle date de 1996, mais qui nous permet donc de vous montrer ici donc un tambour. Vous voyez la taille du personnage et du tambour, donc une pièce assez importante également ici. Voilà, donc un ensemble de photos
qui datent donc pour la plupart des années 1900 et qui vous permettent donc de découvrir ici donc à la fois les instruments qui pouvaient être utilisés et les personnes qui participaient à ces festivités. Donc vous avez ici un petit groupement de pièces que nous avons mis en place, donc qui vous montre les quelques instruments de musique qui pouvaient être utilisés. Donc je vous montrais tout à l'heure là un tambour sur la photo assez importante, et vous avez ici une pièce. Alors, essayez de ne pas faire tomber le téléphone. Donc un fût, 2 tambours que nous exposons, qui est en fait une pièce qui n'est pas achevée. Comme vous voyez, elle n'a pas sa peau. Mais ça vous permet de voir l'importance du fût, de cet instrument. Alors, on va passer maintenant donc, à la partie liée à la danse, puisque je vous le disais, la danse a été intégrée très tôt dans ces festivités. Donc ici, vous avez une photo pareil qui date de 1885, avec donc la présentation d'une jeune fille en costume de danse. Donc comme vous le voyez, on est très couvert par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien le détail de la robe, donc qui est en tapas. Donc un costume absolument magnifique, avec également l'ajout de moret. Ici, donc je vous montre la partie de l'éventail. Ici, vous avez également donc une autre photo qui là montre un groupe d'hommes en costume donc, qui sont venus danser pour les festivités du 14 juillet. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, on voit que les danseurs sont quand même assez couverts. On voit également, donc vous noterez que les morets pour les hommes sont portés longs. Voilà, et ici donc une autre photo d'un groupe de personnes également, donc vous voyez ici en costume, qui sont venus pour la danse. De même ici donc une photo d'un groupe en train de danser. Donc l'exposition Tahiti Tiamei présente évidemment une partie de nos collections de costumes de danse. Alors il faut savoir que le musée Tahiti et des îles conserve plus de 200 costumes dans ses réserves. Il a fallu évidemment faire des choix, puisque là l'exposition a été dédiée à l'intégralité des festivités que l'on peut retrouver durant le Heiva, donc pas exclusivement à la danse. Et donc nous avons décidé d'exposer 11 costumes pour cette exposition. Alors, nous les avons choisis évidemment pour qu'ils soient représentatifs, donc en fait en fonction par décennie. Donc les 3 premiers que je vous montre ici font partie des costumes les plus anciens que nous avons dans notre collection. Donc ici vous avez un costume qui date de 1847 et qui vient d'un groupe de Bora Bora. Donc, costume qui a été offert au musée de Tahiti en 1992, par des personnes qui les avaient dans leur famille et qui ont décidé de l'offrir aux collections du musée. Donc, vous voyez ici donc le haut du costume en tapa avec des rosettes colorées, avec des teintes naturelles. Ici également intéressant de noter donc les éléments avec les coquillages qui sont mis en décoration autour de la taille. Donc voilà un des costumes les plus anciens de notre collection. On en a quelques-uns qui sont un peu plus anciens, mais que pour des raisons de conservation, nous n'exposons pas, ou en tout cas pas comme ça debout, il faut les exposer à plat. Donc ici, un deuxième costume qui date de 1962, donc qui est un costume de la troupe Heiva de Madeleine Maua. Là aussi offert au musée
par Madame Lintiac, donc qui l'avait acquis à l'époque. Hein. Donc également, vous voyez ici le haut, donc qui est en tapas, avec ces éléments de coquillage hein, autour de la taille également, donc les graines, et le moret porté assez long. Donc, ici un autre costume, celui-ci qui date de 1962, donc également avec un très beau haut en tapas, comme vous pouvez voir, une coiffe, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez la voir, donc une coiffe en moret tressé, avec les motifs donc, qui sont repris sur la taille. Donc vous voyez avec un mélange de coquillage et de graines. Voilà. Donc ces trois costumes donc, sont ce que nous appelons la collection historique. Hein. Donc les trois costumes, on va dire les plus anciens de notre collection, en tout cas qui peuvent être exposés et présentés au public. Ici, vous avez un petit élément donc, qui date de 1978 de la troupe Thierry Tahiti, donc groupe de Pauline Morgan, donc, qui a offert elle aussi ce costume au musée. Donc vous voyez avec une jupe en coquillage et un élément de coiffe hein, avec des plumes et des coquillages. Ici, un autre costume, donc je vous fais un recul avant de vous faire un zoom. Donc, un costume de 1984 de Toumata Robinson, donc, qui elle aussi l'a offert au musée en 2006. Donc, ce costume a été présenté au Heiva de 1984 pour un spectacle de Toumata Robinson, Péré et la déesse du feu. Il a été donc le groupe s'est classé 3e cette année-là au Huratau et les costumes de cette année-là pour cette troupe avaient reçu le premier prix. Donc vous noterez également là une jupe en tapas avec le haut également hein, et puis donc la coiffe avec les éléments de coquillage et la nacre. Vous voyez progressivement que les jupes se raccourcissent un peu hein, également. Donc on est là en 1984. 1987, donc un magnifique costume de la Atira, donc de la troupe Tiare no Beachcomber. Donc une très très belle pièce avec une coiffe absolument remarquable. Hein. D'ailleurs, une coiffe, donc je le disais, 1987 pour le costume de Toumata Robinson ici, 1984. Et c'est une des choses que l'on peut constater par rapport aux années précédentes. Hein. C'est progressivement en fait l'omniprésence, la taille des coiffes qui vont devenir de plus en plus importantes et imposantes et qui sont des éléments forts hein, du costume. Donc, ce costume de Tiare no Beachcomber, donc, comme vous le voyez, comporte des éléments de tapas, coquillage, du moret. Voilà. Là, vous noterez également de la nacre. Hein. Nacre qui va devenir en fait avec le développement de l'industrie perlière de plus en plus importante dans les costumes. Hein, on va en voir de plus en plus. Par contre, le tapas, quant à lui, va devenir de moins en moins présent. Donc jusqu'à présent, là, sur les 6 costumes que je vous ai montrés, donc 5 contenaient du tapas. Et comme vous le verrez, c'est un usage qui progressivement va se perdre dans les années suivantes. Alors, on va encore retrouver du tapas dans les costumes, mais en fait, de moins en moins, hein, alors que, comme je vous le disais, on retrouvera donc de plus en plus de nacre dans les costumes. Donc ici, je vous montre un costume de 1996 du groupe Torea Uranui. Donc voilà, conçu par Joseph Hura pour un spectacle présenté au Heiva en 1996. Donc un costume d'apparat hein, avec des couleurs à l'époque inhabituelles
présentés au Heiva, donc le rouge, le blanc et le noir. Et vous avez divers éléments donc, qui composent le costume. Donc ici, comme je vous disais, on voit depuis sur une coiffe imposante, avec des ornements en plumes, de petites rosaces là en fleurs que vous pouvez distinguer, donc des nacres. Ici, pour cet élément qui donc est posé sur le pectoral, donc vous avez des rosettes, toujours des éléments aussi en feuilles de bananier, et puis ici donc l'élément pour la taille, donc 1996. Ici un costume de 2005 du groupe Haute-Haïti. Donc pour un spectacle qui avait été présenté au Heiva sur le thème du cocotier. Et donc comme vous le voyez, que ce soit dans la coiffe ou dans tous les ornements, le collier, mais également le haut et la ceinture, donc on retrouve des éléments qui sont liés au cocotier, donc liés au thème. Donc vous voyez ici le collier dans la coiffe, des noix de coco qui sont insérées dans les colliers, ici de la fibre de nappé tressée donc pour le haut, et puis donc sur la taille, là aussi on note que les tailles commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Vous avez ici un costume qui donc comme je le disais, composé en fibre de cocotier, mais qui prend aussi sur sa taille, comme vous le voyez de derrière, donc de plus en plus d'ampleur. Donc, costume de 2005 du groupe Haute-Haïti. Ici, un costume de 2012 du groupe Temaeva. Donc, costume intéressant à plus d'un titre. D'abord, donc, je vous fais ici un gros plan sur la coiffe. Donc, vous voyez avec tous les éléments de rosette en morée, donc qui sont teints avec des fibres qui sont teints, naturellement. Ici, donc, les petits frisottis en moutini, en potiron, qu'on va retrouver également sur l'élément du collier, également donc, sur les noix de coco qui vont venir faire le haut, le tapé à titi, donc. Et puis également donc, une taille assez intéressante, donc qui va reprendre ces rosettes teintées naturellement et qui va venir donner par son volume de l'ampleur à la taille. Donc, comme je vous le disais, on constate également à partir des années 2000 une importance des éléments de la taille de plus en plus prégnante, présente. Donc ici, nous sommes en 2012 avec un costume du groupe Temaeva. Donc on va passer ici à un costume de Haute-Haïti de 2009. Donc costume en pandanus. Pandanus blanchi qui permet de montrer la finesse du tressage ici, le savoir-faire de nos artisans avec des éléments donc tout en pandanus tressé en morée évidemment assez remarquable. Donc je vais vous faire un petit zoom sur la coiffe qui est assez simple et sobre mais en même temps tout à fait remarquable. Donc Haute-Haïti en 2009. Donc ce groupe a remporté cette année-là donc le prix du costume, le prix Tilla Mazière pour le plus beau costume traditionnel, et il fut également lauréat du Heiva Haïti pour l'ensemble de son spectacle et premier prix d'orchestration. Donc un costume de 2009 du groupe Haïti. Et le dernier costume donc, que nous vous présentons, c'est le costume de 2019 du groupe Poupou Toapé, qui avait gagné là ici le prix du grand costume. Donc c'est un peu une tradition chaque année lorsque nous organisons une présentation des collections de costumes
du musée. En fait, le dernier costume que nous exposons est le dernier qui est rentré dans la collection, puisque donc, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais notre collection de costumes, donc de 200 costumes, est une collection vivante. Chaque année, le lauréat du Grand Prix du costume, Rohiva et Tahiti, le verse au musée pour qu'il rentre dans ses collections, ce qui donc nous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une très belle collection de plus de 200 costumes et également de pouvoir vous présenter régulièrement ces pièces magnifiques, témoignage de la vivacité de notre patrimoine au titre à la fois de la danse, mais également des savoir-faire artisanaux, puisque là aussi, donc, vous avez un haut entièrement tressé, donc en pandanus. Ici, la même façon, donc sur la taille, des éléments tressés et des coquillages, et puis cette coiffe magnifique, donc du groupe Puputuape. Je vais vous remontrer rapidement l'ensemble de ces costumes pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc 11 costumes sur les 200 qui sont conservés au musée, donc qui sont présentés par décennie pour montrer l'évolution des costumes au travers pendant les festivités du Heiva. Donc comme je vous le disais, on peut noter pour ces costumes une évolution, donc là je vous le fais à rebours, mais de l'importance de la coiffe. Voilà. Ici vous avez donc, comme je le disais, les costumes les plus anciens de notre collection, donc avec des éléments de tapa et, comme vous le noterez, pas du tout de nacre. Et puis progressivement, avec le développement donc de l'industrie de la perle, les nacres se font de plus en plus présentes et sont donc fréquemment posées dans les costumes. Par contre, le tapa, lui, progressivement, va peu à peu être de moins en moins présent. Et puis, comme je le disais, donc à partir des années 80, on note une importance développement de la coiffe. Ici, vous avez donc le costume de la Tiela du groupe Thierry Nobich-Comber de 87. Et puis, donc, importance de la coiffe et également développement progressif de l'importance des tailles des danseuses notamment, voilà, qui vont permettre de donner de l'ampleur aux costumes et au mouvement. Donc 11 costumes pour évoquer donc, la danse et comme je vous le disais, donc une collection vivante. Donc vous avez ici le dernier rentré dans les collections en 2019 du groupe Puputuape, puisqu'évidemment il n'y a pas eu de Heiva en 2020 ni en 2021. Donc voilà, on attend avec impatience le prochain costume qui rejoindra les collections du musée en 2022. Donc ici, on revient donc sur la présentation des photographies. Donc ici, donc, une série de photos, là ici, de danseuses de Bora Bora. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez donc, le costume que je vous ai montré en tout début. On voit les éléments de rosace. Voilà, des choses assez... ici également, donc une photo d'un costume de Bora Bora. Et vous reconnaissez là également... la confection identique à celle des costumes que je vous montrais précédemment. Donc voilà pour la partie liée aux costumes de danse dans cette exposition. Donc on va passer maintenant à une autre partie importante des collections qui sont montrées. Donc ici, je vais vous présenter une partie des collections de chapeaux que nous conservons au musée. Alors le chapeau présent dans les collections, dans cette exposition, pour évoquer également l'artisanat, qui fait partie des activités que l'on retrouve traditionnellement dans chaque Heiva. Et alors on a choisi les chapeaux, d'abord comme je vous le disais pour mettre en valeur cette collection, mais également parce qu'en fait le chapeau fait partie quelque part des éléments qui sont présents aussi depuis le début des festivités. Donc vous avez ici une section qui est consacrée aux poupous hyménées. Donc les poupous hyménées, comme je vous le disais tout à l'heure, dès 1981 rejoignent, donc font partie
des festivités liées au 14 juillet. Donc depuis 1881, les groupes de chant sont présents pour ces festivités. Et comme vous le voyez, donc ici on a des photos de 1881, 82 et 85. Et comme vous le voyez, eh bien évidemment, les participants de ces groupes sont ce qu'on appelle, avec leurs chapeaux, sont bien habillés. Vous noterez aussi l'engouement par an pour ces représentations de groupe, puisqu'il y a toujours beaucoup de monde. Et donc le chapeau, donc ici de type canotier, fait partie des éléments présents. Donc ici je vous montre un petit peu plus en détail une photo d'un groupe qui s'apprête à chanter. Donc les collections de chapeaux, ici on commence par la première vitrine qui va vous présenter 4 variétés de chapeaux très différents. Donc ici, un chapeau en AEO, roseau des montagnes, qui vient de Rapa. Ici, un chapeau de type canotier en bambou, tressé, en haut fait. Donc, comme vous voyez, il est intéressant de noter que ce chapeau est en bambou tressé, mais également avec une teinte rose, de façon assez surprenante. Ici, vous avez un autre chapeau qui date des années 80. Voilà. Et puis un autre en tapatin, plus de style Rarotonga. Donc ces chapeaux, pour la plupart d'entre eux, en fait, ce sont des dons qui ont été faits au musée Tahiti par les familles des personnes à qui elles appartenaient, qui ont souhaité nous les mettre en don pour qu'ils puissent être conservés. Donc c'est assez compliqué du coup de pouvoir les dater. Pour certains, on sait qu'ils datent des années 80, d'autres, comme ce canotier, sont certainement beaucoup plus anciens. Et par le style, ils rappellent quand même les chapeaux qu'on pouvait trouver dans les années 20-30. Voilà. Donc des chapeaux de collection privée. Alors ici, on vous présente 2 éléments. Celui-ci, c'est un chapeau qui est inachevé, volontairement, pour vous montrer la complexité de ce tressage. Donc ici, un chapeau en fibre de coco, donc en IO blanc, qui date des années 90, qui avait été réalisé pour l'exposition liée au tressage au musée Tahiti et des îles. Donc les jeunes pousses de coco, des feuilles de cocotier qui sont travaillées pour être blanchies et qui ensuite viennent composer les chapeaux. Donc comme vous voyez, un travail assez remarquable de patience et de savoir-faire. Donc ici, un autre chapeau en iao et en ruban, que l'on trouve assez classiquement, notamment pour les boulera. Ici, une autre vitrine, avec un chapeau en pandanus, et ici, un chapeau en aéo, roseau des montagnes. Donc, je vous montre la pièce un peu plus en détail. Donc, comme vous pouvez le constater, un tressage extrêmement fin et remarquable. Donc, des chapeaux qui datent des années 80-90, typiques du savoir-faire, notamment des artisans des Australes. Voilà. Et puis, donc, la dernière vitrine consacrée aux chapeaux, donc avec également ici donc une variété de différents chapeaux avec des matières variées. Donc vous avez ici par exemple un très fin chapeau en aéo, en roseau des montagnes, blanc, comme vous le voyez, très très grande finesse, enfin j'espère que vous le voyez. Et donc une merveille, vraiment une pièce que nous conservons au musée et que nous montrons assez rarement parce qu'évidemment il est très fragile. Donc il doit faire partie des pièces les plus anciennes de nos collections, un type de tressage qu'on retrouve assez peu. Ici vous avez un chapeau très original, il est en gousse d'acacia. Donc je ne sais pas si vous percevez l'acacia, je vais me tourner ici, vous voyez sur
l'élément de décor, je cherchais moi autour de qui vient ceindre le chapeau. Donc on distingue les gousses d'acacia. Je vous le montre comme ça, peut-être que vous distinguerez mieux. Voilà. Donc un travail vraiment remarquable et assez surprenant. Donc c'est un exemplaire tout à fait intéressant. Ici, un autre chapeau en nappé, donc en bourre de coco tressé. Là également, une pièce intéressante et assez remarquable. Hein. Ici, vous avez donc un chapeau en bambou au fait. Là aussi, une pièce assez ancienne. Hein. Donc, vous voyez le style canotier avec sa petite dentelle et ses fleurs séchées. Donc, là aussi, bon, c'est un chapeau issu d'une collection particulière, mais dont on peut supposer à la forme qu'il est quand même relativement ancien. Hein. Il doit dater entre 1920 et 1930. Voilà. Ici, un autre chapeau en AEO, toujours. Donc là également, donc le roseau des montagnes. Hein. Vous voyez la grande finesse de ce tressage. Et puis ici, un chapeau en haut fait en bambou tressé. Donc là aussi travaillé, et comme vous voyez, donc des pièces vraiment très intéressantes et variées. Donc c'est une partie des collections des chapeaux qui sont conservés au musée. Donc ici, on revient sur la partie consacrée aux photos. Donc je vous remontre là également encore des photos de Poupou Iménée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous noterez déjà l'importance des chapeaux. Les femmes et les hommes étaient tous chapeautés. Donc ici, voilà, alors on n'a pas de chapeau, mais on a d'autres éléments. Alors, je vous montre là le costume magnifique. Voilà. Donc là également, donc notre collection de photos. Donc celle-ci date pour la plupart des années 1880, 85, 89. Donc avec là, vous voyez un chapeau qui rappelle le canotier rose que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, ici également, regardez cet élément magnifique. Là, ici, donc, pareil, un chapeau qui rappelle celui que je vous montrais dans nos vitrines, hein, le canotier en tressé, voilà. Ici, donc, on n'est pas dans les chapeaux, mais on est dans le tressage. L'idée était de montrer, là, vous voyez, la jeune fille est en train de tresser, de confectionner un chapeau. Donc, l'idée était de montrer l'importance du tressage et des chapeaux, alors au travers du heiva, mais dans la culture polynésienne. Alors je vais vous montrer ici un trésor du musée, un élément tout à fait remarquable et rarissime. Donc en fait c'est un livre, alors nous l'appelons le livre Viennot, donc c'est un livre d'échantillons de tressage qui date de 1885. J'ai bien dit 1885, et qui en fait issu de l'école Viennot, hein, actuellement école Pomaré, voilà, attention, et qui en fait ce sont des travaux d'élèves, donc les jeunes filles de l'école Viennot, qui ont confectionné ces différentes tresses. Donc je vais vous les montrer plus en détail. Alors ce livre comporte environ... Ce livre comporte environ une vingtaine de pages. Alors, j'essaye de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on voit, c'est assez émouvant parce qu'en fait, vous voyez, on voit le nom, le prénom et l'âge des élèves qui ont confectionné ces livres de tressage. Donc ici, ce que je vous montre, vous voyez, c'est marqué sur le côté. Donc ici, par exemple, une tresse en pandanus et bambou. Donc la seconde en pandanus, puis ensuite en pandanus et AEO. Donc le AEO, c'est le roseau des montagnes. Donc vous voyez, sur chaque tresse est indiqué à la fois
le nom, le prénom et l'âge des jeunes filles. Donc là, par exemple, 12 ans, vous voyez, 9 ans pour cette tresse. Et donc un livre qui date, comme je vous le disais, de 1885 et qui est issu donc de l'école Viennot. Donc ici, vous avez des tresses en bambou. Alors, en effet, c'est un vrai trésor, hein. Comme je le disais, moi, c'est un élément que je trouve très touchant, puisqu'on a à la fois un témoignage, sont les grands-mères ou les arrière-grands-mères des Polynésiens d'aujourd'hui, hein, qui ont fait ces éléments, et puis des tressages qui sont vraiment absolument remarquables, hein. Donc ici, des tresses en bambou, ici en aéo, alors je vais essayer de ne pas vous mettre l'ombre portée, donc voilà, en aéo, roseau des montagnes, et ici, donc toujours en roseau. Regardez la finesse absolument remarquable de ces tresses. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à percevoir les détails de ces tresses, donc aéro et bambou. Donc comme je le disais tout à l'heure, un livre qui contient une vingtaine, vous voyez là on voit l'épaisseur du livre, une vingtaine de pages, donc là on en présente 6 pour montrer donc bien le savoir-faire et la dextérité donc de ces jeunes filles pour ces éléments de tressage. Voilà, donc c'était, je vous refais un plan général, hein. Donc la section dans nos collections consacrée au chapeau et au tressage, et donc par extension également à l'artisanat, qui est une activité donc présente depuis les années 80 pour les festivités du Heiva. Donc là je vous remontre, peut-être qu'on vous perçoit mieux, oui, ici, le chapeau en gousse d'acacia, assez étonnant. Alors, comme vous avez pu le remarquer, depuis tout à l'heure, donc, je vous ai présenté des photos. L'exposition comporte des photos, des costumes, des chapeaux. Et également, donc, c'était l'occasion pour nous de montrer également la collection Beaux-Arts du musée, puisque nous avons également dans nos collections des tableaux. Donc, vous avez ici un tableau d'Adrienne Hermann-Gouve. L'objectif était donc de vous montrer des représentations avec des chapeaux. Donc ici un tableau qui date entre les années 30 et 59, donc d'un peintre qui avait un grand succès. Ici, certains reconnaîtront certainement le travail de Jean-Charles Bouloc, donc assez très connu dans les années 80-90, un travail d'une grande finesse. Donc là également avec une jeune fille chapeautée. Alors, on va passer maintenant à la section consacrée au sport, puisque, comme vous le savez, durant les Heiva, les Tuaru Maori et donc les jeux, les sports font partie également des activités phares des festivités, et ce, j'allais dire presque depuis le début, puisque, comme je disais, donc dès 1881, les groupes de chant et les groupes de danse sont venus pour les festivités, mais également les courses de pirogues très tôt ont fait partie des festivités du Heiva. Et donc nous avons ici une pirogue qui date de 1980. Donc, alors une pirogue qui du coup n'est pas très ancienne puisqu'elle a une quarantaine d'années, mais en fait donc qui est en bois, et que nous avons eu quand même quelques difficultés à trouver, puisque c'est un prêt qui nous a été fait pour l'exposition. Donc une pirogue réalisée dans les années 80 par Jacques Assoy Wong, donc qui est en tulipier du Gabon, donc en pis-pis, et qui est un des derniers exemplaires en fait intacts de pirogues de ce style. Donc c'est une pirogue 3 places, c'est un Vaatoru, et j'allais dire quelque part c'est le prototype des pirogues que l'on retrouve aujourd'hui, donc une pirogue entièrement en bois,
attendez, je vais vous montrer, donc qui part pour la partie de devant pour alléger en fait et confectionner en soji, donc qui permet en fait de protéger évidemment la pirogue des intrusions d'eau, mais en même temps de l'alléger. Donc une forme qui pour nous est assez classique, mais qui était innovante à l'époque. Et donc cette pirogue a gagné de nombreuses courses dans les années 80. Elle est issue du club Hilani. Et donc en fait, elle est représentative d'une époque où progressivement en fait, le VA va devenir une activité phare avec les courses de pirogues où on va confectionner des pirogues spécifiquement pour la course et pour la compétition, ce qui n'était pas forcément le cas au début des manifestations des courses de pirogues. Vous avez ici, puisque au début du siècle, donc dans les années 1900, donc les participants à ces courses en fait utilisaient les pirogues qu'ils avaient au quotidien. Donc vous avez ici une photo qui vous montre ce type de pirogue qui était à la fois utilisée surtout pour des pirogues de pêche et qui était ensuite pour les festivités. Donc vous avez ici une photo plus ancienne, donc où l'on voit très bien donc les pirogues, j'allais dire de tous les jours. Donc vous voyez que parfois il y a 2 personnes ou 3 personnes dans les pirogues, ça va dépendre. Et puis donc ici on a donc la pirogue avant le départ de la course. Ici donc une photo également qui date de 1881 avec alors ce qu'on appelle nous maintenant des baleinières, mais vous voyez en fait c'est une course avec voilà. Et puis en dessous donc une photo qui doit dater elle des années 80 où on voit qu'on a commencé à confectionner des pirogues spécifiquement pour la course. Là également donc une photo, un tirage de 2003 où vous voyez les courses de pirogues dans la rade. Donc on a évoqué les courses de pirogues, mais également autres activités importantes, les toileaux maoris. Donc vous avez ici une petite mise en scène avec des javelots, puisque là également, en fait, dès 1935, le lancer de javelot intègre les festivités du Heiva. Donc activité phare, et progressivement en fait d'autres activités sportives vont rejoindre les toileaux maoris. Alors à partir des années 60 vous avez travail du copra, de la noix de coco, et puis ensuite les porteurs aussi les courses de porteurs de fruits. Voilà, donc je vais vous montrer les tableaux qui illustrent cette activité. Donc vous avez ici un tableau de François Ravello qui date de 1969, donc qui vous montre le travail du copra. Donc, vous voyez, décortiquage, coupage et décortiquage, une activité physique importante dans les années 60-70 pour l'économie. Ici, un tableau de Charles-Alfred Lemoine qui nous montre un porteur de feuillis. Alors, j'attire votre attention sur le cadre absolument remarquable de cette petite huile, donc cadre réalisé par l'artiste, où vous voyez donc gravé à la fois des arbres, des tumuru, l'arbre à pain, ici le taro, un porteur de fruits. Ici, un autre tableau de Adrien Gou qui nous montre un porteur de fruits. Voilà. Comme je le disais, c'était aussi l'occasion pour le musée de pouvoir montrer ses collections et notamment ses tableaux, la collection Beaux-Arts. Alors, dans l'exposition, nous évoquons également le Maria Rarhau, puisque traditionnellement, enfin maintenant depuis quelques années,
des spectacles ont lieu sur le Marais. Et c'était l'occasion pour nous ici. Donc, vous avez une photo qui est issue des collections du musée du Quai Branly qui nous montre une reconstitution lors du film d'Henri Hirot Marais. Et c'était donc aussi l'occasion pour nous de rappeler que ce site a fait partie des premiers marais. En fait, c'est le premier marais qui a été restauré en 1953 par la Société des études océaniennes notamment, pour que en juillet 1954, donc pour que des représentations puissent s'y dérouler. Et ensuite, donc dans les années 80, vous avez ici, comme je le disais, donc une photo prise lors du tournage du film d'Henri Hirot Marais, donc qui retrace en fait la cérémonie d'intronisation d'un rallye. Et voilà. Et donc depuis 2014 maintenant, il me semble, le conservatoire y organise chaque année des représentations lors du HEIVA. Alors pour clôturer l'exposition, donc nous présentons toujours là notre collection Beaux-Arts. Donc pour montrer également que le HEIVA et les danses, donc le Turei et le HEIVA, ont toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Donc ici vous avez un tableau de Nikolai Michoutochkine, qui date de 1978. Voilà, on voit des danseuses HEIVA. Ici, un tableau d'Adrienne Gouff, toujours la danse. Comme vous voyez, une inspiration assez vibrante. Et puis, alors ici, c'est un pré-collectionneur privé. Donc, vous reconnaissez des tableaux de Bobby Holcomb. Donc, ici, un tableau intéressant par sa taille et assez représentatif de l'inspiration de l'artiste, donc Toere, donc l'instrument de musique qu'il tient dans ses mains. Donc voilà, avec une toile sur contreplaqué remarquable, très représentative du style de l'artiste. Voilà. J'essaie de vous montrer un petit peu les détails des différentes pièces. Donc une œuvre de Bobby Holcomb, présentée ici avec un autre tableau, toujours de Bobby Holcomb. Donc c'est une acrylique sur papier qui représente un couple de danseurs. Donc vous noterez l'inspiration, le cadre vraiment intéressant. Alors là, un autre petit trésor, donc une toile qui s'appelle Turei, qui représente, j'allais dire l'époque, l'ambiance de l'époque du Turei, avec ici dans le manège, ce qu'on appelle le papillot, donc regardez, donc des danseurs et des rameurs. Voilà, et puis au premier plan, donc très belle couronne. Donc voilà, donc une autre œuvre de Bobby Holcomb assez intéressante et émouvante, puisque c'est, j'allais dire, l'ambiance d'une époque. Une autre œuvre ici, donc c'est un dessin à l'encre, plus pour rendre hommage à l'art du tressage. Donc ici, voilà, vous avez le détail de l'œuvre. Voilà. Donc cette exposition, c'était aussi l'occasion pour nous, là ici, de présenter des collections issues du fonds de la Maison de la Culture, parce que certains d'entre vous s'en rappellent certainement. Dans les années 90, des commandes étaient faites aux artistes pour illustrer les affiches du HEIVA. Maintenant, ce sont les photos, mais à l'époque, c'était beaucoup les tableaux en fait qui servaient de base aux affiches. Donc vous avez ici une série de trois acryliques d'André Marréré, donc qui représentent à la fois des musiciens et des danseuses. Donc André Marréré, dont les œuvres ont servi également d'affiches pour les HEIVA. Vous avez le reflet, pardon. Voilà. Donc 3 œuvres d'André Marréré. Également, donc ici, un tableau de François Ravello de 1995, qui était donc l'affiche du HEIVA de cette année. Donc vous noterez bien la danseuse en premier plan,
et puis les rameurs. Voilà, 2 activités phares du Hiva. Alors j'avais oublié de vous dire tout à l'heure que les manifestations ont pris le nom de Turay en 1977 et en 1985 on change d'appellation pour le terme Heivaiteiti. Voilà. Donc ici une œuvre de François Ravello. Et là donc une œuvre sur bois de Pierre Kinlaine. Alors, je vous montre le détail et puis je vais me reculer ensuite. Donc cet élément a servi d'élément de décor de la scène des scènes du Hiva. Donc certains se rappellent peut-être des fresques qui étaient réalisées par cet artiste. Il y en avait une notamment à l'aéroport pour l'embarquement sur Tahiti, dans la salle d'attente. Voilà, Pierre Kinlaine qui avait réalisé 3 grands panneaux d'éléments de décor. Donc là, vous voyez un couple de danseurs en pleine dansant la vibration. Donc voilà, c'était... je vous ai fait faire le tour de l'exposition. Donc je vais peut-être vous proposer, pour ceux qui sont arrivés en retard, juste un deuxième tour rapide pour que vous voyez le contenu. De toute façon, le replay restera en ligne pendant toute la semaine des Journées du patrimoine. Donc j'effectuerai une deuxième visite. Je vous refais un tour. Hop là. J'effectuerai une deuxième visite guidée de l'exposition samedi. Voilà, je vous remontre donc le contenu de l'exposition. Donc comme je le disais, à la fois des photos, des affiches, également donc quelques instruments de musique, quelques toérés, les costumes, 11 des costumes de notre collection. Voilà, je vous remontre quelques photos. Donc 11 costumes, comme je le disais tout à l'heure. Donc ceux-là, ce sont les plus anciens. Le premier date de 1947. Et puis donc progressivement, vous voyez que les coiffes deviennent de plus en plus importantes et présentes, ainsi que les éléments de taille, comme je disais. Et puis ici donc un costume de 87. À partir des années 80-90, on voit l'apparition importante d'éléments en nacre dans les costumes, liés au développement de l'industrie perlière. Donc voilà pour ce tour général. Ensuite, donc, vous avez ici la section consacrée au Poupou Iménée, donc au groupe de chant, qui dès 1881 ont intégré le programme des festivités liées au 14 juillet, donc qui sont l'activité, j'allais dire la plus ancienne, liée à ces réjouissances. Puis ensuite, les groupes de danse ont rejoint, puis les courses de pirogues, et progressivement, donc le programme des festivités s'est étoffé pour être celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc ici encore quelques photos pour vous montrer l'importance du chapeau dans la parure, j'allais dire, quotidienne des femmes, ou d'apparat, on va dire. Donc notre collection de chapeaux, le livre Viennot que je vous ai montré tout à l'heure, tableau, et la section sport, donc avec ici le Vaatovu en bois. Voilà. Donc pirogue 3 places en bois, qui est un peu, j'allais dire, le prototype, qui date de 1980, qui est un peu le prototype des pirogues que nous connaissons aujourd'hui. Puis on va finir, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les tableaux. Donc voilà pour cette première visite guidée. Donc j'en referai une samedi, je vous disais. Donc toute la semaine, nous allons poster
des contenus, des vidéos qui sont liées aux différentes activités du musée. Donc vous aurez demain matin une vidéo avec une visite de l'herbier de la Polynésie française. Ensuite, on vous proposera 2 ateliers. Un atelier de confection de Moneuil mercredi. Jeudi, une visite de la réserve. Alors, on vous prépare de jolies surprises. Je pense qu'il y aura vraiment des choses très intéressantes à découvrir. Notamment, nous allons vous présenter les quelques éléments des courriers qui ont été donnés au musée lors du dernier confinement par une personne en France qui les a trouvés dans ses archives familiales et qui donc nous a donné une série de courriers de la reine Pomaré, donc le fonds d'Yfon Lavaux, vraiment très intéressant. Donc voilà, donc restez connectés avec nous sur l'événement pour pouvoir vivre numériquement ces journées du patrimoine. Donc on est très heureux de pouvoir vous offrir malgré tout ce moment de partage des collections du musée. Évidemment, on a hâte également de pouvoir vous retrouver, de pouvoir faire ces visites en présentiel. Mais voilà, toute l'équipe du musée se joint à moi et s'est mobilisée pour pouvoir réaliser cette semaine numérique du patrimoine. Donc merci à tous et puis à bientôt. Voilà.